Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'augmentation de la prime de solidarité au profit des familles dans le besoin, décidée par le président de la République. Une revalorisation qui touchera près d'1 million de bénéficiaires, qui se veut une autre confirmation de la sauvegarde de la dignité du citoyen, un serment prêté par le président de la République après son élection à la magistrature suprême. Dans l'actualité également, la cérémonie de distinction des lauréats du prix d'Alger de récitation du Saint-Coran et de célébration du patrimoine islamique présidée hier par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Renforcement de la flotte du port du Mila à Ain Benyen avec la mise en mer hier de 3 nouveaux bateaux de pêche en présence du ministre du secteur. Économie, l'évolution des fondamentaux de l'économie nationale montre que le solde global estimé à fin mars 2023 de la balance des paiements enregistre un excédent de 4,5 milliards de dollars. Enfin, le Maroc est au bord du gouffre avec une situation sociale et économique des plus précaires. En témoigne le surendettement dans lequel baigne ce pays depuis quelques années. Bienvenue à tous. Le président de la République décide de l'augmentation de la prime de solidarité au profit des familles dans le besoin. C'était lors du dernier Conseil des ministres, une nouvelle mesure soutenant le pouvoir d'achat du citoyen. Ce dernier est au centre de la politique du président de la République et de ses engagements. Yanis Aït Belkacem. Lors de la réunion du Conseil des ministres, le président de la République a décidé dans un premier temps de porter l'allocation de solidarité à 12 000 dinars pour ceux qui perçoivent 10 000 dinars et 7 000 dinars pour ceux qui perçoivent actuellement 3 000 dinars. Cette revalorisation touchera près d'1 million de bénéficiaires. Le Conseil a également approuvé la modification de la loi relative à la retraite pour l'adapter aux augmentations exceptionnelles des allocations et pensions décidées par le président en janvier dernier. Ces décisions réitèrent son engagement à poursuivre la stratégie d'amélioration du niveau de vie des citoyens dans les retraites, une catégorie qui mérite gratitude et valorisation. Les dernières mesures prises en faveur des travailleurs et des catégories sociales défavorisées sont également de nature à renforcer ces acquis. Il s'agit de la revalorisation des salaires et des pensions de retraite, l'institution d'une allocation chômage, auquel s'ajoutent d'autres mesures visant à stabiliser les prix de produits de large consommation. C'est ainsi que le président de la République avait déjà ordonné en février dernier d'aligner la grille des salaires d'abord sur le pouvoir d'achat, puis sur le soutien continu destiné aux catégories socialement vulnérables. Il avait en outre ordonné de revoir à la hausse l'allocation chômage qui est passée de 13 000 dinars à 15 000 dinars, l'État devant assumer les charges de la couverture sanitaire des chômeurs pour les bénéficiaires de cette allocation. Ces mesures ont porté aussi sur l'augmentation du seuil minimum de la pension de retraite à 15 000 dinars pour ceux qui percevaient une pension inférieure à 10 000 dinars et à 20 000 dinars pour ceux qui percevaient une pension de 15 000 dinars afin de l'harmoniser avec le seuil minimum des salaires qui a lui aussi augmenté de 18 000 à 20 000 dinars depuis 2021. Le président avait tenu à rappeler qu'aucune augmentation de salaire n'a été enregistrée en Algérie depuis près de 10 ou 15 ans, soulignant que l'augmentation progressive des salaires actuellement se répercutera inévitablement sur le niveau de vie du citoyen en attendant une augmentation définitive au cours de l'année prochaine. Ces mesures et décisions traduisent la détermination de l'État à mener une véritable bataille pour protéger le pouvoir d'achat du citoyen en luttant contre toutes les formes de spéculation et de corruption, pour reprendre les propos du président de la République. Autant de mesures qui favorisent la stabilité du front social, le rassemblement des rangs et la consolidation du front interne. Dans l'actualité également, la cérémonie de distinction des lauréats du prix d'Alger de récitation du Saint-Coran et de célébration du patrimoine islamique présidée hier par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, organisée sous le patronage du président de la République à l'occasion de Laylat al-Qadr, nuit du destin. La cérémonie a été marquée par la présence de membres du gouvernement, du conseiller du président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires et des représentants de corps diplomatiques de pays arabes et musulmans accrédités en Algérie. Yasmine Saudi. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Laylat al-Qadr, une nuit meilleure que 1000 mois réunis, dont la valeur est inestimable car elle est étroitement liée au Saint-Coran.
Cette cérémonie commémore la nuit où le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, a reçu la révélation du Saint-Coran, ce qui donne à cette nuit toute sa symbolique de bénédiction et de grâce, où toutes les prières sont exaucées et le pardon est accordé. C'est pourquoi chaque année les musulmans l'attendent impatiemment. فاختار من الشهور شهر رمضان ومن هذه الليالي المفضلة ليلة القدر فهي خيار من خيار. Lors de cette nuit bénie, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a présidé la cérémonie de distinction des lauréats du prix d'Alger, de récitation du Saint-Coran et de célébration du patrimoine islamique. Les lauréats de cette édition ont reçu des attestations décernées par le président de la République. C'est grâce à Dieu que j'ai réussi. Je tiens à remercier également le président de la République pour l'organisation de cette grande compétition. C'est un grand concours. Nous espérons avoir été à la hauteur. C'est un concours très encourageant qui incite les plus jeunes à l'apprentissage du Saint-Coran. C'est en cette veillée du 27e jour du mois sacré de Ramadan que les musulmans clôturent la lecture intégrale du Saint-Coran. Portes ouvertes sur l'orientation scolaire. Depuis dimanche, les collégiens et lycéens bénéficient d'informations et d'orientation pour leur cursus. Une semaine nationale qui vise à présenter aux élèves les débouchés dans la vie sociale, économique et culturelle. Yemina Saïdi. La semaine nationale porte ouverte sur l'orientation scolaire connaît une grande affluence. Les collégiens et lycéens ont profité de cette occasion pour découvrir les spécialités et les opportunités d'enseignement et de formation disponibles au niveau des différentes écoles, instituts et universités. Donc avant, j'avais pas vraiment une idée très claire. Même de cas, j'ai plus d'idées par rapport à ce que je veux faire dans le futur. Puis hier, c'est porte ouverte au niveau du lycée. Ça, je trouve que c'est intéressant et c'est bien. Ça nous aide. Les enseignants et les parents ont eux aussi leur mot à dire concernant l'orientation des enfants. Leur mission, s'assurer que l'élève prenne connaissance de toutes les opportunités qui s'offrent à lui afin de choisir ce qui lui correspond le mieux. Il aime la physique, l'intelligence artificielle. Et je suis là pour avoir plus d'informations et d'orientation, au moins, pour lui aider à avoir mieux et avoir plus. Pour qu'il choisisse sa spécialité après. L'architecture est une filière justement qui attire beaucoup d'étudiants. On a énormément d'étudiants chaque année, mais parfois ils viennent sans savoir vraiment ce que c'est. C'est une bonne initiative de leur expliquer ce que c'est que l'architecture, quelles aptitudes l'architecture demande. Il faut aimer le dessin, il faut s'intéresser à l'art, il faut s'intéresser à la représentation, à l'espace, etc. C'est une opportunité en or pour les étudiants, enfin les élèves, pas encore étudiants. Les élèves qui vont être nouveaux bacheliers, une fois qu'on leur explique ce que c'est et tout, parce que c'est méconnu, ils commencent à s'intéresser. C'est bien, parce que justement, la médecine vétérinaire est très importante. C'est un acteur aussi clé au niveau de l'économie du pays. Ces journées portes ouvertes ont également pour rôle de faire connaître les nouvelles spécialités offertes. La nouveauté cette année, c'est la participation de l'Institut national paramédical, l'École supérieure de la sécurité sociale, l'École supérieure de l'agriculture et l'École supérieure de sciences politiques. L'objectif est donc de développer les connaissances des élèves sur les différents cursus éducatifs et spécialités professionnelles disponibles, de les sensibiliser à l'importance des filières des mathématiques et maths techniques et de les encourager à opter pour la filière des arts. Ces portes ouvertes interviennent avant les examens officiels, ce qui laisse le temps aux élèves de se familiariser avec les différentes offres d'études et de formation dans divers secteurs
pour les accompagner dans la construction de leurs projets d'avenir. Mise en mer hier de 3 nouveaux bateaux de pêche au port d'El Jamila à Ain Benyen. Le ministre du secteur qui a supervisé l'opération a inspecté également le laboratoire national de contrôle et d'analyse des produits de la pêche et de l'aquaculture, un organisme important dans l'accompagnement des investisseurs. Naïm Al-Walish. Le port de Jmila à Ain Benyen vient de s'enrichir avec l'acquisition de 3 navires 100% algériens allant entre 12 et 14 mètres et spécialisés dans les petits métiers. Les poissons spadons, il y a ils sortent l'après-midi, ils rentrent le matin. Ils passent la nuit à la mer. C'est la première fois en Algérie qu'on a fait 14 mètres. Il a une cuisine. La flotte elle s'améliore, elle s'enrichit, elle a grandi aussi. Donc il y a beaucoup de recrutement de marins aussi. Voilà, il faut justement de faire des formations pour ces jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent travailler dans ce métier. Bon, plus ou moins, parce que il faut aussi, c'est pas facile aussi pour travailler, pour être marin aussi. Hein. Et il faut aussi que maintenant que ces bateaux-là ici, il faut qu'ils aient du matériel pour travailler. Une occasion pour le ministre de la Pêche d'effectuer sa première visite pour s'enquérir des préoccupations des professionnels du secteur ainsi que du fonctionnement du laboratoire d'analyse des produits de la mer. L'objectif, c'est vraiment écouter les professionnels, les pêcheurs, les préoccupations des différents acteurs aussi. L'objectif, à la fin, d'avoir un produit sain, la disponibilité de la production. À l'issue de cette visite, un protocole d'accord a été signé entre Tefralé, aquaculteur à Tizi Ouzou, et le laboratoire d'analyse. Le but de cette convention, bien sûr, c'est de maîtriser un petit peu notre filiale, notre ferme aquacole, bien sûr, avec le support technique de laboratoire, en faisant bien sûr des analyses des produits halieutiques ou bien d'aquaculture, dans le but aussi de développer un petit peu notre filiale et assurer la pérennité dans notre secteur d'une manière générale. Le laboratoire de la pêche et de l'aquaculture, sa mission principale, c'est le contrôle, l'analyse de la qualité sanitaire des produits de la pêche, des produits d'élevage, et il s'occupe aussi de tout ce qui est salubrité des eaux d'élevage. C'est des conventions qui s'orientent dans un cadre d'accompagnement et d'assistance technique pour appuyer les opérateurs économiques dans la surveillance et le suivi de leur production. Outre garantir la qualité des produits de la pêche, ce laboratoire compte étoffer son agenda pour davantage de conventions avec d'autres acteurs économiques. Parlons économie justement. L'évolution des fondamentaux de l'économie nationale montre que le solde global estimé à fin mars 2023 de la balance des paiements enregistre un excédent de 4,5 milliards de dollars. Quant aux réserves officielles de change, elles ont atteint 66,14 milliards de dollars à fin mars 2023 en contexte de forte amélioration du compte courant du Trésor à la Banque d'Algérie qui enregistre à fin mars 2023 un solde positif. Les détails avec Rina Lerari. Il s'agit de mesures qui ciblent dans un premier temps les sources de l'excès de liquidité, potentiellement inflationniste, tout en maintenant le système bancaire en situation permettant le financement de l'économie nationale. Cette décision a été prise lors de la réunion du comité tenue jeudi dernier sous la présidence du gouverneur de la Banque d'Algérie à la lumière des principales évolutions de la situation économique, monétaire et financière nationale et internationale. Elle intervient également suite à l'évaluation de la mise en œuvre de la normalisation progressive de la conduite de la politique monétaire post-Covid, entamée dès mars 2022, par le retour à la normale en matière d'application par les banques et les établissements financiers des normes prudentielles en termes du seuil minimum du coefficient de liquidité et de l'obligation de constitution du coussin de sécurité. Dans ce cadre, le comité a relevé qu'à ce jour, un montant de 463,37 milliards de dinars, soit
22% du programme spécial de refinancement a été déjà remboursé. Par ailleurs, l'évolution des fondamentaux de l'économie nationale montre que le solde global estimé à fin mars 2023 de la balance des paiements enregistre un excédent de 4,5 milliards de dollars. Quant aux réserves officielles de change, elles ont atteint 66,14 milliards de dollars à fin mars 2023. En contexte de forte amélioration du compte courant du Trésor à la Banque d'Algérie qui a enregistré un solde positif de 1788,31 milliards de dinars durant la même période. Aussi, en termes de liquidité bancaire, celle-ci ne cesse d'augmenter, passant de plus de 1996 milliards de dinars à fin décembre 2022 à près de 2476 milliards de dinars à fin mars 2023, en raison de l'augmentation des revenus des exportations. La Banque d'Algérie reste attentive à l'évolution conjoncturelle des indicateurs macroéconomiques. Elle compte réévaluer régulièrement le calibrage des différents instruments de politique monétaire au regard de ces évolutions. La rue marocaine, toujours en état d'ébullition, excédée par la cherté de la vie et les scandales de corruption des élites. Devant l'incapacité des autorités marocaines à faire face à cette crise socio-économique, le nombre d'entreprises qui mettent les clés sous le paillasson ne cesse d'augmenter. De son côté, le Marzane poursuit sa lancée dans une dynamique effrénée de contraction de prêts auprès de différentes institutions financières internationales, et les longues absences du monarque de son royaume suscitent des interrogations et compliquent davantage la situation. Yamina Saïdi. Le Maroc est au bord du gouffre avec une situation économique et sociale des plus précaires. En témoigne le surendettement dans lequel baigne ce pays depuis quelques années. L'hyperinflation et quelques 13 000 entreprises menacées de faire faillite en 2023. Le dernier indice d'insolvabilité d'Alliance Trade révèle que 13 000 entreprises marocaines sont menacées de faire faillite en 2023, avec une stagnation pour 2024. Cette tendance classe le Maroc en 4e position des pays qui connaissent le plus grand nombre d'entreprises en situation de faillite dans le monde. Selon ce rapport, 41% des entreprises ayant déclaré faillite se trouvent dans l'axe d'Al-Beida-Rabat-Tanger, qui compte le plus grand nombre d'entreprises au Maroc. Pour ce qui est des secteurs d'activité, 33% de ces entreprises actives dans le commerce, 21% dans l'immobilier et 15% dans les travaux publics. Autre mauvaise nouvelle pour le Marzane, au début du mois courant, l'agence financière américaine Fitch Solutions a baissé ses prévisions de croissance économique pour le Maroc de 3,4% à 1,8% au titre de l'année 2023. Alors que le Marzane poursuit sa lancée dans une dynamique effrénée de contraction de prêts auprès de différentes institutions financières internationales, ce qui avait classé le Maroc en 2021 en 5e position des pays les plus endettés du continent africain avec 65,41 milliards de dollars. L'inflation a atteint en 2022 son plus haut niveau depuis 30 ans. Les longues absences de Mohamed VI suscitent toujours des interrogations dans les médias étrangers et compliquent encore davantage la situation. Le groupe de travail du Forum de Sao Paulo a réaffirmé son soutien au renforcement de la coopération et de l'amitié entre la République arabe sahraoui démocratique et les gouvernements des États d'Amérique latine et des Caraïbes. Les participants au forum ont exprimé leur volonté de continuer à appuyer la lutte du peuple sahraoui et son seul représentant légitime, le Front Polisario, jusqu'à la décolonisation totale du Sahara occidental. La candidate à la présidence du gouvernement espagnol et actuelle ministre du Travail, Yolanda Díaz, a réaffirmé sa position de soutien au peuple sahraoui et à la légalité internationale, exprimant son intention de revenir à la position traditionnelle de l'Espagne concernant le Sahara occidental en cas de victoire lors des législatives prévues pour la fin 2023. Le représentant du Front Polisario en Espagne, Abdullah Arabi, a salué la clarté et l'emphase avec laquelle Yolanda Díaz s'est prononcée, des propos accueillis favorablement également par la classe politique en Espagne. Au Soudan, au moins 185 personnes ont été tuées et plus de 1800 blessées ces 3 derniers jours lors de combats obligeant les agences des Nations Unies et leurs partenaires humanitaires à fermer temporairement bon nombre des
plus de 250 programmes à travers le Soudan. Le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l'ONU appelle à la fin des combats au Soudan. Les 3 membres africains du Conseil de sécurité, Ghana, Gabon et Mozambique, ont de leur côté aussi, dans une déclaration commune, à l'issue du Conseil de sécurité, a appelé à un cessez-le-feu immédiat. Palestine, 280 000 Palestiniens ont célébré Laylat al-Qadr dans la mosquée Al-Aqsa d'Al-Quds malgré les restrictions de l'occupation sioniste. Par ailleurs, une femme palestinienne a été tuée par balle des forces d'occupation sionistes hier soir, a été blessée par les forces d'occupation sionistes hier soir au sud de Beit Lahem, et des dizaines de Palestiniens ont été blessés lors d'affrontements avec les forces d'occupation sionistes dans la ville d'El-Khalil, au sud de la Cisjordanie occupée. Retour en Algérie, sport, le MC Oran a pris le meilleur sur le CR Belouizdad 3-1 hier soir au stade Ahmed Zabana d'Oran dans le cadre de la mise à jour du championnat de Ligue 1 de football, obligeant au leader sa première défaite de la saison après 20 matchs joués. Malgré cette défaite, le CRB conserve son fauteuil de leader avec 45 points et 2 matchs en moins. Pour sa part, le MC Oran s'est hissé à la 7e place. Et au programme aujourd'hui, 2 matchs de mise à jour du championnat. CS Constantine Paradouassé à 15h45 pour le compte de la 19e journée et JS Saoura NC Magra à 20h comptant pour la 20e journée. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.